Bienvenue dans le Talk Orange, Le Figaro, l'actualité en direct tous les soirs à 18 h. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Alors vous souriez ce soir, puisque l'enveloppe recherche et enseignement supérieur va gagner plus de 10% dans le budget de 2009 à 2011, soit une augmentation de 1,8 milliard d'euros par an, annonce d'Éric Woerth cet après-midi. Comment avez-vous fait dans un exercice budgétaire qui paraît incroyablement difficile ? Je crois que c'est d'abord un choix du président de la République qui a décidé de faire de l'enseignement supérieur et de la recherche le budget prioritaire pendant les 5 prochaines années. Parce que tout simplement, la connaissance, la recherche, l'innovation, c'est la clé de notre croissance, c'est la clé de notre prospérité, c'est la clé de l'emploi de nos enfants. Alors, à quoi va servir cet argent ? Ah, ça, je vous le dévoilerai en septembre. Il va évidemment servir à aider un certain nombre d'universités à passer à l'autonomie. Vous savez que c'est l'une des grandes réformes de ce quinquennat. Mais le ministère ne sera pas exempté de l'effort de rationalisation, de bonne gestion qui est demandé à tous les ministères. Au niveau des personnels. Notamment au niveau des personnels, puisque vous savez qu'il y aura un départ à la retraite sur 6 qui ne sera pas remplacé, y compris dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. 5 emplois sur 6 qui seront remplacés. Ça fait donc 0,9% de mes personnels qui, eux, ne seront pas remplacés et nous allons faire des meilleurs emplois pour les personnels qui restent. Alors, il y a un dossier dont on parle beaucoup en ce moment, c'est ce fameux plan campus qui vise, on va dire, à fédérer les énergies entre les facs pour les rendre plus fortes au plan international. Il y a 5 milliards d'euros de dotation budgétaire. Alors, Paris a finalement été intégré ou réintégré dans ce plan, Paris intramuros, mais vous allez faire un audit de l'immobilier des universités parisiennes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Paris va devoir encore faire des efforts pour se retrouver Alors, l'opération dans le campus, c'est les 10 campus, j'allais dire, vitrines de la France du XXIe siècle. Et vous savez que nous avons 7 grandes métropoles régionales qui ont été sélectionnées, avec un grand rassemblement d'universités et de grandes écoles. Et nous avons aussi 3 projets en Île-de-France, un grand campus scientifique à Saclay, un grand campus de sciences humaines et sociales à Aubervilliers avec, j'allais dire, la crème de nos sciences humaines et sociales, le PHE, le HESS. Et puis, nous avons sélectionné Paris intramuros, Paris comme ville universitaire. Nous voulons recréer dans Paris le quartier latin du XXIe siècle. Ça fait un grand quartier latin quand même. Hein, il y a quoi ? Il y a des dizaines et des dizaines de lieux dans lesquels on Il y a étudie. 130 aujourd'hui sites universitaires dans Paris intramuros. Il y en a trop. Il y a un formidable potentiel, à la fois pédagogique et scientifique. Formidable potentiel, mais en même temps... ça veut dire qu'il y en a trop. Non, la situation est inextricable. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, il faut absolument que le ministère et les collectivités locales et les universités travaillent ensemble à essayer de clarifier ce paysage universitaire parisien. L'idéal, ce serait à l'arrivée d'aller vers le regroupement d'au moins 2 grands pôles universitaires dans Paris, mais de façon des pôles pluridisciplinaires, avec des universités scientifiques, mais aussi des universités de sciences humaines, et éventuellement des écoles de commerce ou de gestion, ensemble, dans des pôles, comme on l'a fait en province. À quelle échéance ? J'espère que d'ici l'automne, nous aurons réfléchi au projet scientifique de Paris intramuros et j'espère surtout que nous aurons enrichi le volet vie étudiante de ces projets parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie difficulté de vie quotidienne des étudiants dans Paris intramuros. Je veux qu'aujourd'hui, des étudiants puissent vivre à l'intérieur du périphérique. Un petit peu de politique. Rassurez-nous sur l'état de santé de François Fillon, parce qu'il annule tous ses rendez-vous depuis une semaine. On l'a vu monter à la tribune du Sénat aujourd'hui, bon, visiblement pas trop péniblement, mais c'est sa seule intervention publique depuis quasiment une semaine. Est-ce que le Premier ministre est malade ? Écoutez, le fait qu'il soit venu défendre la réforme institutionnelle aujourd'hui au Sénat prouve d'abord à quel point cette réforme institutionnelle est cruciale. C'est une réforme qui comporte 47 avancées démocratique. On va en parler. Et donc c'était tout à fait légitime et justifié que François Fillon vienne la défendre, même s'il souffre effectivement aujourd'hui d'un mal de dos très invalidant. Mais je crois que François Fillon s'est dépensé sans compter pour la France depuis 1 an et voilà. Pas de maladie diplomatique dont on parle de temps en temps. Ah, écoutez, je peux vous assurer que c'est pas diplomatique et je peux vous assurer qu'il a beaucoup pris sur lui ces dernières semaines parce que vous savez, les douleurs chroniques du dos ou les douleurs invalidantes du dos, ça ne se guérit que en ne faisant pas le moindre effort. Et Dieu sait qu'il a voyagé, il était en Algérie, j'étais avec lui, il était au Canada, il s'est dépensé vraiment sans compter. Alors cette réforme, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'elle va passer des institutions ?
Ah, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, l'issue du scrutin est très incertaine, mais je crois que vraiment, tous ceux qui sont attachés à la démocratie doivent se mobiliser pour la voter. Et je crois que ce serait vraiment un contresens, et notamment pour la gauche, parce que de ne pas la voter, et il faudra que la gauche prenne ses responsabilités si elle décidait de ne pas la voter, parce que ce serait vraiment pour des raisons politiciennes. Dans la réforme des institutions, il y a 25 ans de programme socialiste. Il y a des députés pour les Français de l'étranger, ce que Mitterrand avait promis. Il y a le référendum d'initiative populaire, ce que Mitterrand avait promis. Il y a le président qui vient parler devant le Congrès, ce que Hollande avait demandé. Il y a un défenseur des droits, ce que Jospin avait proposé. Donc toutes ces modifications institutionnelles que la gauche a réclamées ou a promises dans tous ses programmes depuis 25 ans, elles sont là, elles sont dans la réforme institutionnelle. Il va y avoir des arrangements encore. Est-ce que le décompte du temps de parole du président, même partiel, va être finalement acté? Je crois que ça ne rentre pas dans le cadre de la réforme constitutionnelle à proprement parler, mais j'ai bien entendu Claude Guéant qui souhaitait effectivement que cette question du temps de parole du président puisse être prise en compte, en tout cas dans la complexité que cela, parce que le président il est à la fois au-dessus des partis et en même temps, à certains moments, il mène une action qui est plus politique. On l'a vu au Conseil national de l'UMP où là il était pas franchement dans un rôle au-dessus des partis. Ben c'est toute la difficulté pour le décompte du temps de parole. Mais en même temps, vous pouvez quand même reconnaître qu'hier, par exemple, quand il a fait de Paris à la fois la capitale de l'Europe et la capitale de la paix dans le monde, il était bien au-dessus des partis, j'allais dire, il donnait une image historique de la France. Alors, excusez-moi d'être encore plus prosaïque, mais êtes-vous candidate aux élections régionales en Île-de-France? Ah, on retombe sur le terrain. Bah non, mais on vous pose beaucoup la question en ce moment. Alors, écoutez, regagner la région Île-de-France, je crois que c'est un beau combat politique. Et moi, je suis intéressée d'y participer. Comment ? Écoutez, pour l'instant, la seule chose que je peux vous dire, c'est que les parlementaires des Yvelines, l'ensemble des parlementaires des Yvelines a souhaité que je puisse être candidate à la tête de la liste départementale des Yvelines pour les régionales. Donc vous accéderez à cette demande. Écoutez, moi, je suis tout à fait prête à aller mener ce combat, qui est un beau combat politique. Parce que, pourquoi le mener? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la gestion socialiste de la région est un échec. C'est un échec cuisant, tant en matière d'emploi et de développement économique, en matière de vie des familles. Jamais les questions du logement et des transports n'ont été aussi mal gérées en Île-de-France et aussi aiguës en Île-de-France. Et puis, c'est un problème en termes d'environnement, où la région n'a pas joué son rôle. Alors vous allez mettre tout le monde d'accord, puisqu'il y a déjà 2 candidats déclarés, Roger Carucci et Yves Gégaud, et on se dit Valérie Pécresse, si elle entre en lice, ça va bouleverser les choses. Écoutez, toutes les candidatures sont légitimes. Aujourd'hui, je n'ai pas pris ma décision quant à savoir si je serais candidate au-delà du simple département des Yvelines. En même temps, vous entrez dans la course. Je dis que c'est un combat que je souhaite mener. En tout cas, en tant qu'élu des Yvelines, je le mènerai. Pour contrer Jean-Paul Huchon, il faut une personnalité nationale. Pour contrer Jean-Paul Huchon, il faut un projet qui tienne compte de toutes les aspirations des Franciliens, qui donne de l'ambition à la région, et puis il faut une équipe. Et le rôle de l'UMP aujourd'hui, ça va être de faire émerger cette équipe qui gagne. Nicolas Sarkozy sait que vous allez vous engager dans ce combat des Yvelines, on va dire? Écoutez, je crois qu'il suit la vie politique avec beaucoup d'attention. Et il considère cette candidature avec bienveillance? Je crois que le président de la République juge toutes les candidatures légitimes et qu'il n'a pas peur du débat, y compris au sein de sa famille politique, dès lors que ce débat est serein et loyal. Alors on va terminer cette émission avec les questions des internautes, comme tous les soirs, déposées sur lefigaro.fr et Orange Actu. Première question de Paul. Êtes-vous pour la suppression du bac, ce sésame pour entrer à l'université? Je suis plutôt favorable à ce que fait aujourd'hui Xavier Darcos, c'est-à-dire la réforme du lycée. Le baccalauréat aujourd'hui, c'est vraiment le ticket d'entrée pour l'université. C'est le premier grade universitaire. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui que nous réformions le lycée. Il faut que nos lycéens aient des bases très solides et en même temps qu'ils puissent avoir un petit peu des cursus un petit peu plus à la carte. Je crois que c'est ce que Xavier Darcos essaye de faire. Ça les préparera mieux, ça fera mieux la transition entre le lycée et l'université. Deuxième question de Julie. Alors s'il vous plaît, soyez courte parce que je pense que vous allez vouloir nous dire plein de choses là-dessus. Comptez-vous donner plus d'autonomie aux universités pour qu'elles soient une vraie passerelle vers l'entreprise? Oui. Et ça va avancer dès 2009, c'est ça? Écoutez, je pense que dès la fin du mois, vous aurez
plus d'informations sur cette question. Dernière question de Cathy. Ségolène Royal veut redistribuer les profits de Total aux familles modestes, un chèque de 300 € l'hiver prochain. Comment peut-on s'opposer à cette mesure? Et je crois que c'est de la démagogie pure. Et je crois que autant il faut persuader les grandes entreprises, et Total en particulier, d'investir, par exemple dans les universités, dans les centres de recherche, d'utiliser ses profits pour investir dans son pays, qui est la France, où elle a ses centres de décision, autant je pense que surtaxer Total ne conduirait qu'à une seule chose, c'est à la faire délocaliser. Et là, adieu les profits, adieu les recettes fiscales, et adieu l'appui de Total aux universités, aux centres de recherche. Merci Valérie Pécresse. C'est la fin du Talk Orange Le Figaro, l'actualité en direct tous les soirs à 18 h. À très bientôt.